Un tarif, un autre tarif, encore des tarifs. Le son de ces mots résonnait dans les journaux télévisés comme des coups de marteau sur un fer déjà usé, mais personne n'était préparé à la fissure qu'ils allaient provoquer dans le quotidien américain. Il ne s'agissait pas de statistiques sèches, ni de graphiques affichés lors de séminaires économiques. C'était quelque chose que l'on pouvait voir à l'œil nu. Des parkings vides, où quelques mois auparavant, des familles se disputaient des places devant les centres commerciaux. Des rues industrielles qui ressemblaient à des déserts après que les sirènes eurent retenti pour la dernière fois dans des usines, autrefois pleines de vie. Des regards de travailleurs renvoyés chez eux en plein milieu de leur service, se demandant s'il y aurait encore un demain devant ce même portail. C'était le début d'un tremblement de terre que personne n'avait reconnu au moment où la première pierre avait bougé. Mais chaque petite secousse portait en elle la promesse d'un choc bien plus grand. La politique tarifaire lancée par le président n'était pas seulement une manœuvre destinée à négocier avec des partenaires étrangers. C'était un fil tiré d'un tissu complexe qui avait mis 7 décennies à être tissé. Chaque point de ce tissu représentait des familles dépendant d'emplois, de petites villes soutenues par une unique industrie, des marchés qui semblaient aussi naturels que le lever du soleil. Et soudain, ce fil commença à se défaire. Au début, peu remarquèrent. La majorité crut qu'il ne s'agissait que d'un autre affrontement temporaire, d'un bras de fer entre dirigeants. Mais ce qui paraissait être un jeu de pouvoir lointain se révéla vite être un dilemme à l'intérieur de chaque foyer américain. Comment expliquer à la mère que le marché où elle achetait du riz, du lait et des fruits avait fermé du jour au lendemain? Comment répondre au père qui demandait s'il valait encore la peine de se lever avant l'aube pour conduire jusqu'à l'usine où il travaillait depuis 20 ans? Que dire aux jeunes qui projetaient de payer leurs études universitaires grâce au salaire de leurs petits emplois dans des entrepôts désormais fermés? Ces questions s'exprimaient dans des voix différentes, mais toutes portaient la même inquiétude. Quelque chose de profond avait changé et nul ne savait s'il y aurait un retour en arrière. Le premier indice se trouvait dans la scène apparemment banale des parkings abandonnés. Là où autrefois régnait le mouvement et le bruit, l'absence devenait un personnage à part entière. Là où l'on entendait autrefois la musique des magasins, des voix animées, le tintement des pièces dans les caisses, ne résonnait plus que le vent frappant des façades délavées. Cette image condensait une réalité dérangeante. Ce n'était pas seulement la consommation qui diminuait, mais la confiance que demain serait semblable à hier. Et sans confiance, même les structures les plus robustes commencent à céder. Les usines, quant à elles, se transformèrent en symboles d'une promesse brisée. Des portails de fer qui un jour s'ouvraient pour accueillir des équipes entières de travailleurs se refermaient désormais en milieu d'après-midi, avec des sirènes annonçant non pas la pause déjeuner, mais la fin prématurée de l'activité. Le silence qui suivait n'était pas neutre, il avait un poids, une présence. C'était un silence qui engloutissait des quartiers entiers, laissant des familles à la dérive, sans sol sous leurs pieds. Chaque fois qu'une chaîne de production s'arrêtait, ce n'étaient pas seulement les machines qui cessaient, les rêves se figeaient avec elles. Et tandis que la face visible de la crise s'étendait dans les rues, dans les coulisses des grandes corporations, les signaux étaient encore plus alarmants. Des réunions d'urgence étaient convoquées dans des salles vitrées de gratte-ciel. Des hommes et des femmes en costume fixaient des projections sur d'immenses écrans. Ce qu'ils voyaient n'étaient pas des chiffres abstraits, c'étaient des preuves que les marchés les plus précieux s'effritaient. Des graphiques qui montaient autrefois de manière constante glissaient désormais vers le bas comme du sable s'écoulant entre les doigts. La question n'était plus de savoir si des pertes allaient survenir, mais quelle entreprise serait la prochaine à faire face à la ruine. Et pourtant, tandis que ces images s'accumulaient, une certitude inconfortable grandissait. La fragilité ne venait pas seulement de l'extérieur. Elle provenait du cœur même des relations qui avaient soutenu l'économie américaine pendant des décennies. Le Canada, ce voisin qui avait toujours semblé être une extension naturelle de la maison américaine, avait trouvé d'autres chemins, d'autres alliances, d'autres mains à serrer.
Et l'absence des États-Unis à ces tables de négociation n'était pas un détail, c'était un signe clair que le centre de gravité commençait à changer. La sensation qui s'installait ressemblait à celle que l'on éprouve en voyant une vieille corde s'user. Au début, les fils qui se détachent paraissent insignifiants, mais chaque fibre rompue accélère la rupture de la suivante. Le problème n'était pas seulement dans l'usure visible, mais dans ce qu'elle annonçait, l'imminence d'une rupture totale. C'est exactement ce que familles, entrepreneurs et travailleurs commencèrent à percevoir, que peut-être le lien qui unissait l'Amérique à son plus proche allié n'était pas aussi indestructible qu'on l'avait toujours cru. Cette prise de conscience éveilla une peur encore plus troublante. Jusqu'où pouvait aller la chute? Jusqu'où pouvait s'étendre la fissure qui commençait par un contrat annulé, mais se propageait à des écoles perdant leur financement, à des hôpitaux cessant de recevoir des dons d'entreprises, à des quartiers privés de leur commerce local. L'effet domino n'était pas seulement économique, il était social, culturel, humain, et chaque pièce qui tombait en entraînait des dizaines d'autres. À ce stade surgissait la question inévitable. Tout cela n'était-il qu'une crise passagère ou étions-nous devant un véritable tournant? Le doute rongeait aussi bien les cadres habitués à manier les chiffres que les ouvriers qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de réunion. Ce qui était en jeu n'était pas seulement l'argent, mais l'identité d'un pays qui avait toujours cru que sa force provenait de la proximité de ses alliés. Que se passe-t-il lorsque cette proximité cesse d'être un avantage et devient une vulnérabilité? Chaque regard jeté sur les usines fermées, chaque graphique rouge sur les écrans des analystes, chaque conversation à voix basse dans les couloirs des entreprises renforçait le même pressentiment. L'avenir ne serait pas une simple continuité du présent. Quelque chose avait changé de manière irréversible. Et la question qui s'imposait, même si personne n'osait la formuler à voix haute, était celle-ci. Si le premier fil s'est déjà défait, combien en reste-t-il avant que tout le tissu ne se désagrège? Imaginez la scène. Un salon éclairé par la lumière froide de l'hiver à Ottawa, des rideaux lourds, de longues tables, des hommes et des femmes portant des dossiers remplis non seulement de statistiques, mais aussi de l'avenir de générations entières. Là, 11 nations se serrent la main, confirmant des alliances qui changent le cours de l'histoire, tandis que les représentants des États-Unis attendent dans des salles séparées, comme des invités qui n'ont jamais été conviés au banquet. Pour un regard extérieur, cela pourrait sembler n'être qu'une cérémonie diplomatique de plus, une réunion supplémentaire de politiciens. Mais pour ceux qui comprenaient la profondeur de ce moment, ce geste n'était pas simplement symbolique. C'était la révélation que la confiance, qui avait soutenu 70 années d'intégration, se négociait désormais loin des yeux américains. Il ne s'agissait pas d'un détail technique dans des rapports commerciaux, c'était le début d'un réalignement mondial. Pendant que ces accords se signaient, à des milliers de kilomètres au sud, des familles ordinaires poursuivaient leur routine sans savoir que le sol commençait à se déplacer sous leurs pieds. Maria, âgée de 48 ans, professeure d'histoire dans une école publique de Buffalo, préparait son cours sur l'après-guerre. Elle disait souvent à ses élèves que la force de l'Amérique résidait non seulement dans sa puissance militaire, mais aussi dans sa capacité à bâtir des alliances qui semblaient inébranlables. Ce soir-là, rentrée chez elle, fatiguée, elle alluma la télévision et entendit parler de la signature de nouveaux accords commerciaux. La nouvelle défila rapidement, comme s'il ne s'agissait que d'un titre parmi d'autres. Mais au fond d'elle, elle ressentit un frisson. Et si la leçon qu'elle enseignait changeait sous ses yeux, quelle histoire raconterait-elle dans 10 ans à propos de cet hiver à Ottawa? Cette inquiétude n'était pas seulement la sienne. James, 53 ans, chauffeur routier du Minnesota, avait l'habitude de franchir la frontière pour livrer des marchandises en Ontario. Pendant des décennies, cette route avait assuré la subsistance de sa famille. Son père l'avait fait avant lui, et il imaginait que lorsqu'il prendrait sa retraite, son fils reprendrait peut-être le volant. Mais en mars 2025, il entendit à la radio que le Canada avait conclu un cycle de partenariat avec des pays d'Asie et d'Europe. Au départ, il n'en saisit pas les conséquences.
Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il attendait un chargement de pièces automobiles à transporter vers le nord, le responsable de la société de transport l'informa. Ce contrat est annulé. Le client reçoit désormais directement de la Corée du Sud. James resta figé devant son camion vide, sans savoir quoi faire face à ce silence pesant. À cet instant, ce n'étaient pas des tarifs lointains ou des négociations abstraites qui lui retiraient le sol sous les pieds. C'était le vide d'une route interrompue, la rupture d'un héritage reliant 3 générations au même chemin. Des histoires comme celle-ci se multipliaient dans des villes qui, pendant des décennies, avaient vécu dans la certitude que la proximité avec le Canada était un privilège garanti. Mais tandis que les communautés américaines s'accrochaient à cette confiance, le Canada tissait un réseau qui non seulement remplaçait, mais surpassait l'ancien modèle de dépendance. Chacune des 11 nations choisies apportait une pièce précise pour compléter le puzzle. Le Japon offrait la technologie et la précision industrielle. La Corée du Sud apportait l'innovation et des chaînes de production rapides. L'Australie et le Brésil livraient des céréales, de la viande et de l'énergie en concurrence directe avec le cœur agricole américain. Le Royaume-Uni offrait une expertise financière. La Norvège garantissait de l'énergie propre et de nouvelles routes d'approvisionnement. La Suisse assurait la sécurité bancaire. L'Inde, avec sa jeunesse technologique, ouvrait la voie aux services numériques. Chaque alliance semblait calculée pour combler exactement les lacunes que seuls les États-Unis pouvaient autrefois remplir. Le jeu était réécrit sous les yeux de tous, et l'Amérique restait à l'extérieur. Ce mouvement n'était pas seulement économique. Il touchait l'identité même d'un pays qui, depuis des générations, croyait que sa force était incontestable. Songez à Robert, 62 ans, propriétaire d'une petite métallurgie dans l'Ohio. Il répétait souvent à ses employés que, tant qu'il y aurait de la demande au Canada, il y aurait du travail. Durant 30 ans, il avait bâti la vie de sa famille sur cette certitude. La maison où il avait élevé ses enfants, l'épargne pour la retraite, jusqu'aux dons qu'il faisait à la communauté provenaient du flux constant de commandes canadiennes. Mais en avril 2025, il reçut un appel bref et direct. Le partenariat, qui représentait 40% de ses contrats, serait redirigé vers des fournisseurs japonais. Il contempla les murs de l'usine, encore marqués par les photos d'anciens ouvriers et la poussière des années de labeur, et comprit que ce n'était pas seulement son entreprise qui était en péril. C'était la mémoire d'une vie entière bâtie sur une promesse qui s'effritait. Pour beaucoup, ces exemples pouvaient paraître isolés, mais ils ne l'étaient pas. Ils se répétaient dans différents États, dans différents secteurs, par des voies différentes. Des personnes ordinaires, de 30, 40, 50, 60 ans et plus, confrontées au choc de découvrir que ce qui semblait éternel pouvait disparaître en quelques mois. Un fil invisible reliait ces récits, le sentiment que l'Amérique n'était plus la référence naturelle, que la géographie ne garantissait plus la priorité, qu'être voisin ne suffisait plus pour être partenaire. Cette conscience grandissait en silence, mais avec la force d'une marée impossible à contenir. Et peut-être que la question la plus troublante était si le Canada, l'allié le plus proche, pouvait redessiner son avenir sans les États-Unis. Qu'est-ce qui empêcherait d'autres pays d'en faire autant? Ce doute rongeait aussi bien les citoyens ordinaires que les analystes chevronnés. C'était comme si chaque annonce d'un nouveau partenariat portait un message codé « Nous n'avons plus besoin de vous pour prospérer ». Cette phrase n'était pas prononcée en public, mais elle résonnait dans les décisions qui modifiaient routes commerciales, contrats et destinées de communautés entières. À ce stade, comprendre les coulisses de chaque geste politique devint vital. Car plus que des tarifs ou des contrats, ce qui était en jeu, ce sont les esprits qui guidaient ce processus. Des dirigeants aux histoires marquées par des obsessions personnelles, par des stratégies de survie depuis leur jeunesse, par des contradictions qui ont façonné leur rapport au pouvoir. Comprendre, par exemple, comment Donald Trump a appris à transformer les conflits en instruments d'influence, ou comment Xi Jinping a forgé sa vision du monde à partir d'expériences remontant à son enfance sous pression, permet de déchiffrer l'échiquier actuel.
Chaque détail de leur biographie révèle des indices sur les choix qui déterminent aujourd'hui l'avenir de millions de personnes. C'est pourquoi, pour ceux qui veulent aller au-delà de la surface et comprendre de manière didactique et prometteuse les événements qui façonnent ce moment, je recommande le e-book spécial consacré aux biographies des présidents qui marquent la scène mondiale. Il est disponible dans le commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent plonger dans ces histoires essentielles. Et avant de poursuivre, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Chacun de vos gestes contribue à maintenir vivante cette conversation urgente sur ce qui se passe réellement dans le monde, et le temps d'agir, c'est maintenant. Le choc commença à devenir palpable non seulement dans les gros titres des journaux, mais aussi dans les rapports internes des entreprises qui, depuis des décennies, se croyaient protégées de toute turbulence. L'un des plus grands conglomérats de la distribution, qui avait bâti son expansion en misant sur la dépendance vis-à-vis du marché canadien, vit soudain ses prévisions s'effondrer. Ces centres de distribution disséminés le long de la frontière faisaient l'objet de réévaluations lors de réunions tendues, où les dirigeants discutaient de la réduction des équipes et de la possible vente d'infrastructures entières. Des chiffres autrefois considérés comme intouchables apparaissaient désormais en rouge vif. Le choc ne résidait pas seulement dans la chute des recettes, mais dans ce qu'elle symbolisait, une rupture structurelle, un signe que les vieilles stratégies n'avaient plus aucune valeur. Que devient une entreprise lorsque le sol sur lequel elle a bâti son empire commence à s'effriter? Alors que les grands groupes tentaient d'éteindre les incendies dans leur bilan, les effets s'infiltraient dans la vie des gens ordinaires, qui peut-être n'avaient jamais participé à une réunion de conseil, mais ressentaient le poids de ces décisions dans leur quotidien. Pensez à Sandra, âgée de 43 ans, responsable d'un centre logistique dans le Michigan. Pendant plus de 10 ans, son travail avait consisté à organiser des flottes de camions traversant la frontière pour livrer des appareils électroménagers et des articles ménagers aux consommateurs canadiens. Elle connaissait par leur prénom chaque chauffeur, chaque équipe d'entretien, chaque employé de l'entrepôt. Aujourd'hui, en regardant les tableaux de transport, elle voit des itinéraires annulés et des contrats rayés en rouge. Elle se demande comment expliquer à ses subordonnés que d'ici quelques mois, il n'y aura peut-être plus assez de marchandises pour maintenir tous les emplois. Comment affronter une équipe en sachant que l'avenir qui nourrissait tant de familles n'existe déjà plus? Les changements ne se limitaient pas au commerce des biens de consommation. L'industrie automobile, si profondément entrelacée entre les deux pays, commençait à faire face à des dilemmes dignes d'un cauchemar. Des chaînes de production réglées au millimètre pour recevoir des pièces venues des usines de l'Ontario s'arrêtaient faute d'approvisionnement. Dans le même temps, des fournisseurs coréens et japonais proposaient aux constructeurs canadiens des contrats à court délai et à moindre coût. Ce remplacement soudain sapait la logique d'intégration bâtie au fil des décennies. À Détroit, un ingénieur de 57 ans nommé Thomas passait des nuits blanches à revoir des projets de moteurs qui, autrefois, étaient massivement exportés vers le nord. Désormais, il voyait des concurrents asiatiques prendre le devant de la scène. Comment expliquer aux jeunes ingénieurs sous sa supervision que la carrière pour laquelle ils avaient lutté s'était peut-être raccourcie avant même d'avoir commencé? Et lorsque le cœur de l'industrie est remis en cause, ce n'est pas seulement l'économie qui souffre, mais l'identité d'une ville entière. Détroit avait vécu pendant des générations comme symbole de la puissance productive américaine. Les rues, les écoles, les bars et les églises existaient autour des usines. Désormais, à mesure que les commandes venues du Canada se réduisaient, la ville ressentait un déjà-vu de crise passée. Combien de fois une communauté peut-elle renaître de ses cendres avant de perdre sa propre flamme? Dans le domaine agricole, le choc était différent mais tout aussi dévastateur. Des hommes et des femmes qui avaient cultivé blé, maïs et soja durant des décennies voyaient l'écoulement de leur production redirigé. Avec l'arrivée de partenaires tels que l'Australie et le Brésil, offrant des céréales à des prix compétitifs, les agriculteurs américains voyaient leurs produits perdre leur place dans les entrepôts canadiens.
John, agriculteur de 58 ans dans le Dakota du Nord, marchait chaque jour à travers ses champs dorés avec un nœud dans la gorge. Pendant des années, une grande partie de sa récolte avait traversé la frontière. Aujourd'hui, il regardait les nouvelles sur les cargos australiens arrivant dans les ports canadiens et se demandait qui achètera son blé à l'automne prochain. Que devient une famille lorsque la terre cesse de nourrir l'avenir pour ne devenir qu'un souvenir du passé? La rupture des attentes frappait non seulement les producteurs, mais aussi les petites villes qui dépendaient d'eux. Dans les cafés de quartier, les serveurs chuchotaient des rumeurs sur la fermeture de coopératives locales. Les écoles municipales débattaient déjà de coupes budgétaires, anticipant une forte baisse des contributions fiscales. Dans des églises bondées le dimanche, les prières prenaient un ton plus inquiet, réclamant la stabilité en des temps où même le plus élémentaire, le pain quotidien, semblait menacé par des décisions prises à des milliers de kilomètres. Que faire lorsque le présent n'offre plus la sécurité que le passé semblait garantir? Pendant ce temps, dans le secteur énergétique, une transformation encore plus complexe se dessinait. Pendant des décennies, les compagnies américaines s'étaient habituées à extraire des ressources du Canada et à les raffiner dans leurs propres installations, garantissant un double bénéfice: accès au pétrole brut et contrôle du raffinage. Désormais, de nouveaux partenaires proposaient au Canada des projets qui conservaient la richesse sur son sol, avec des co-entreprises capables d'élargir l'influence du pays sur le marché asiatique. À Houston, une dirigeante de 50 ans, prénommée Evelyn, passait des heures devant des rapports de capacité de raffinage. Les lignes conçues pour fonctionner presque à leur maximum étaient en chute libre. Et elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de chiffres, des milliers d'emplois dépendaient de cet équilibre. Comment maintenir la confiance des investisseurs lorsque le flux même de ressources qui soutenait la corporation est en train d'être réécrit? Dans le secteur technologique, la rupture était moins visible à l'œil nu, mais peut-être encore plus profonde. L'infrastructure numérique de base, qui faisait du territoire américain un passage obligé pour les données canadiennes, commençait à perdre de sa pertinence. Avec des câbles transocéaniques et de nouveaux protocoles de sécurité, le Canada expérimentait des routes qui dispensaient des anciennes infrastructures. Pour toute une génération ayant grandi dans la certitude de la suprématie technologique américaine, cela sonnait comme un choc existentiel. Emily, âgée de 49 ans, analyste de systèmes dans une entreprise californienne, se rendait compte que la formation qu'elle dispensait aux jeunes techniciens ne correspondait déjà plus à la nouvelle réalité. En voyant les rapports montrant que des banques canadiennes se connectaient directement au réseau européen, elle se demandait quel est l'avenir des professionnels formés à gérer des systèmes qui pourraient devenir obsolètes dans quelques années. Ces transformations s'accumulaient comme des dominos prêts à s'effondrer. Le plus perturbant n'était pas seulement la chute des grandes entreprises, mais l'effet multiplicateur qui touchait chaque couche de la société. Des restaurants proches des usines fermaient faute de clients. Des stations-service enregistraient une baisse drastique de fréquentation. Des écoles notaient l'absence d'élèves dont les parents migraient vers d'autres États à la recherche de travail. Que devient une nation lorsque chaque rouage de son économie dépendait d'une relation qui n'existe plus? C'est à ce moment-là que surgissaient les revirements les plus douloureux. La croyance que la proximité géographique garantissait toujours un avantage disparaissait face à une nouvelle carte où la distance était compensée par la stratégie. Des pays situés à l'autre bout du monde conquéraient des espaces qui se trouvaient à seulement quelques kilomètres des États-Unis. Le Canada, autrefois considéré comme un prolongement naturel de l'économie américaine, devenait la porte d'entrée de partenaires qui n'avaient jamais eu autant de place en Amérique du Nord. Comment accepter que ce qui paraissait une certitude absolue se transforme en une fragilité exposée? Chaque contrat annulé, chaque itinéraire de transport interrompu, chaque licenciement annoncé fonctionnait comme un rappel que la réalité était en train d'être reconfigurée. Et en même temps, une question se posait.
Est-il encore possible de réagir? Ou bien le plateau de jeu a-t-il déjà été redessiné au point de rendre toute réponse simplement tardive? Alors que les familles tentaient de réorganiser leur budget, que les travailleurs affrontaient le spectre du chômage et que des villes entières se demandaient quelle serait leur raison d'exister sans le pont commercial avec le Canada, un sentiment grandissait. Ce n'était pas seulement celui de la perte. C'était celui qu'il se passait quelque chose de plus profond, un déplacement de pouvoir, un signe que le monde de l'an 2025 n'obéissait déjà plus aux mêmes règles qui avaient soutenu le siècle précédent. Et face à ce scénario, la question qui résonne est directe. Comment une nation peut-elle se réinventer lorsque son propre reflet dans le miroir lui montre qu'elle n'est plus au centre de l'attention? Il y avait dans l'air une sensation que quelque chose se déplaçait sans qu'il soit possible de le nommer avec clarté. Comme si la carte sur laquelle des générations entières avaient appris à se fier commençait à s'effacer, perdant ses contours. Ce n'étaient pas seulement des statistiques, ni des rapports techniques ou des discours de gouvernants. C'était quelque chose que l'on percevait dans le regard de ceux qui rentraient chez eux après un quart incertain, dans la force des poignées de main entre collègues qui ne savaient pas si le mois prochain ils seraient encore côte à côte, et même dans le silence inconfortable des familles réunies autour de la table sans réponse aux questions qui planaient sans cesse. Que se passe-t-il lorsque le lendemain ne peut plus être imaginé avec la même logique qu'hier? Cette sensation n'était pas née du jour au lendemain. Elle grandissait, s'infiltrait peu à peu, comme l'eau qui traverse des fissures invisibles dans un barrage. D'abord, un bruit lointain que beaucoup choisirent d'ignorer. Ensuite, des signes plus nets, mais encore faciles à justifier comme temporaires, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de feindre. Le tissu qui soutenait les relations de confiance entre pays était en train d'être recousu d'une autre manière, et chaque nouveau fil remplaçait d'anciennes garanties qui semblaient immuables. Combien de fois une nation peut-elle se réinventer avant de perdre l'essence qu'elle croyait permanente? Les effets se répandaient de manière inégale, atteignant des secteurs qui n'avaient jamais imaginé se retrouver au centre d'un séisme. Des entreprises nées au cœur du XXe siècle et convaincues que leurs modèles économiques seraient transmis de génération en génération commencèrent à affronter des dilemmes absents de leurs équations originelles. Dans un cabinet d'architecture à Toronto, un ingénieur américain, installé là depuis des années pour accompagner des projets communs, remarqua que le flux de travail passait désormais par des partenaires asiatiques, sans aucun besoin de traverser les couloirs familiers qui, pendant des décennies, appartenaient aux corporations américaines. En silence, il se demandait s'il avait encore du sens d'insister pour garder sa base connectée aux entreprises de son pays d'origine ou s'il devait accepter l'évidence. L'axe se déplaçait et le pont qui semblait éternel commençait à grincer. Et pourtant, il ne s'agissait pas seulement de chiffres ou de contrats. C'était un changement de perception. Pendant des années, le discours dominant affirmait que les liens culturels et historiques suffiraient à maintenir l'intégration. On croyait que la confiance se soutiendrait d'elle-même, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Mais désormais, face à de nouvelles alliances célébrées dans des salles où le drapeau américain ne flottait pas, grandissait le doute. Jusqu'à quel point la mémoire partagée est-elle suffisante lorsque la logique du présent pointe dans une autre direction? Certains tentaient de minimiser, affirmant que les cycles économiques oscillent toujours, que la force américaine saurait s'adapter comme elle l'a toujours fait. Mais cette interprétation était traversée par de troublantes contradictions. Si l'adaptation est possible, pourquoi tant de structures construites en plusieurs décennies commencèrent-elles à rouiller en si peu de temps? Si la créativité et l'innovation ont toujours été des marques de fabrique, pourquoi a-t-on maintenant l'impression d'une paralysie, d'une difficulté à reconnaître que les cartes sur la table ne sont plus les mêmes? Ces questions résonnaient non seulement chez les analystes, mais aussi dans le quotidien des travailleurs, des enseignants, des commerçants, des citoyens qui ressentaient la perte sans forcément en comprendre les coulisses.
C'était comme si la confiance, cet élément invisible qui soutient tout ce qui est concret, avait été retiré de l'équation. Et sans confiance, même les chiffres les plus solides deviennent fragiles. Une ville peut survivre à une crise financière, elle peut surmonter une période de récession, elle peut même résister à des catastrophes naturelles. Mais comment se relever lorsque se brise le fondement symbolique même, la certitude d'appartenir à un système fiable? Est-il possible de reconstruire quelque chose de totalement nouveau quand la base précédente s'est dissoute sous les yeux d'une génération entière? En marchant dans les rues de petites villes frontalières, on percevait non seulement la contraction du commerce, mais aussi un sentiment collectif de désajustement. Des panneaux « Alloués » apparaissaient à des endroits où, quelques mois plus tôt, les affaires prospéraient naturellement. Les conversations dans les cafés tournaient autour de la même question. Nos enfants auront-ils encore une raison de rester ici ? Ce n'était pas seulement la perte d'emploi qui blessait, mais l'érosion de ce qui donnait un sens à chaque communauté. L'idée de continuité, de racines qui s'enfoncent dans le temps. Quand même ce sentiment vacille, que reste-t-il pour soutenir l'espérance ? Au milieu de ce scénario surgissait une contradiction douloureuse. Jamais il n'y avait eu autant d'informations disponibles. Jamais il n'avait été si facile de suivre les événements en temps réel. Et pourtant, pour beaucoup, ce qui se passait semblait indéchiffrable. Les gros titres annonçaient des changements qui paraissaient trop techniques, trop lointains, presque irréels. Mais le lendemain, la réalité frappait à la porte. Un contrat annulé, un voisin au chômage, une file plus longue à l'agence d'aide sociale. La distance entre le langage froid de l'économie et la vie concrète des gens se révélait cruelle. Pourquoi les statistiques ne saisissent-elles jamais le poids d'un réfrigérateur vide ou le silence d'une maison où le soutien de famille a perdu son emploi? Les contradictions se multipliaient. Tandis que les gouvernements parlèrent de croissance selon certains indicateurs, des citoyens ordinaires se demandaient comment cette croissance pouvait coexister avec des rues désertes et des commerces en faillite, tandis que des rapports internationaux vantaient la diversification des partenariats. Des familles américaines se voyaient obligées de diversifier non pas des investissements, mais des repas, choisissant entre la viande ou le lait parce que le budget ne suffisait plus pour les deux. Jusqu'à quel point les chiffres globaux peuvent-ils servir de consolation lorsque la vie quotidienne raconte une autre histoire? Le déplacement ne se produisait pas seulement sur le marché extérieur. À l'intérieur même du pays surgissaient des tensions qui mettaient en lumière d'anciennes divisions et créaient de nouvelles blessures. Les villes de l'intérieur regardaient les métropoles et se demandaient si elles faisaient encore partie de la même histoire. Les régions dépendantes des chaînes productives internationales se sentaient oubliées, comme si elles payaient seules pour des décisions prises dans des bureaux éloignés. Jusqu'où une société peut-elle supporter de voir des pans entiers d'elle-même abandonnés avant que la cohésion sociale ne se brise? Chaque mois, les rapports internes des entreprises indiquaient non seulement des baisses de recettes, mais aussi la nécessité de choix drastiques. Fermer des usines, vendre des actifs, transférer des opérations. Mais derrière chaque ligne de ces tableurs, il y avait des personnes avec des noms, des histoires, des trajectoires interrompues. Lorsqu'un centre de distribution ferme, ce n'est pas seulement une ligne dans un bilan qui disparaît. C'est la routine de travailleurs qui se levait à l'aube, c'est le snack-bar qui dépendait du flux quotidien, c'est la station-service qui voyait chaque semaine des camions venir s'approvisionner. La chaîne de vie qui tourne autour d'une seule structure montre à quel point tout est connecté. Et quand ce maillon se rompt, le vide ne se limite pas à un bâtiment désaffecté, il s'étend comme une ombre sur toute la communauté. Qui mesure le poids de ce vide? Tandis que certains ne voyaient que la chute, d'autres commençaient à entrevoir des opportunités. Des entreprises technologiques d'Asie cherchèrent de l'espace, des banques européennes ouvraient des filiales dans des villes canadiennes, des sociétés agricoles de l'hémisphère sud décrochaient des contrats millionnaires. Chaque avancée étrangère représentait non seulement du profit pour les nouveaux venus, mais aussi une constatation amère. Ce qui paraissait autrefois intransférable pouvait être remplacé rapidement.
Jusqu'à quel point la croyance dans l'indispensabilité américaine peut-elle résister face à des exemples aussi concrets de l'occupation des espaces laissés vides par d'autres? Dans ce contexte, la question lancinante était directe et inconfortable. Existe-t-il encore du temps pour récupérer ce qui a été perdu? Ou sommes-nous déjà face à une nouvelle ère qui ne permettra pas de retour? Peut-être que la réponse ne se trouve pas seulement dans les négociations formelles ou dans les couloirs du pouvoir, mais dans la capacité d'un peuple à affronter sa vulnérabilité sans nier la réalité. La question n'est pas seulement ce qui a été perdu, mais ce qui sera fait à partir de cette perte. Et en ce sens, chaque choix posé aujourd'hui deviendra le récit que l'on racontera demain. Il y avait quelque chose que peu de gens avaient remarqué au début de cette transformation, la manière dont le temps semblait s'accélérer. Ce n'était pas seulement le commerce qui changeait de direction, ni seulement des contrats qui se défaisaient. C'était comme si l'horloge de l'histoire avait pressé le pas, comprimant en quelques mois des processus qui, à d'autres époques, auraient pris des décennies. Ceux qui observaient de près avaient l'impression de vivre à l'intérieur d'une ligne du temps distordue. Cette compression ne se mesurait pas dans des rapports techniques, mais dans le quotidien des personnes. L'avenir ne frappait plus doucement à la porte. Il envahissait les pièces sans demander la permission. Un fait curieux circulait dans les cercles financiers, de petites villes frontalières qui, au milieu des années 80, avaient prospéré grâce à l'intégration avec le Canada, voyaient désormais leur population diminuer à un rythme accéléré. Il ne s'agissait pas seulement de travailleurs migrants à la recherche d'un emploi, mais de familles entières qui transportaient dans des camions de déménagement non seulement des meubles, mais aussi la mémoire de décennies. Il n'était pas rare d'entendre l'histoire de voisins ayant vécu côte à côte pendant 30 ans se dire adieu à la hâte, chacun partant dans des états différents. Lorsque les fondations économiques vacillent, même les relations les plus intimes sont redessinées. Comment reconstruire l'idée de communauté lorsque la géographie affective elle-même se brise? Ce que peu savaient, c'est que dans les couloirs des écoles canadiennes, un nouveau récit était déjà enseigné. Les professeurs présentaient aux élèves les noms de leurs nouveaux partenaires commerciaux, soulignant l'importance stratégique de regarder vers l'Asie et l'Europe comme alliés directs. Ce changement de mentalité commençait dès l'enfance. Tandis que les jeunes Américains apprenaient encore d'anciennes formules sur l'intégration continentale, les jeunes Canadiens étaient formés à penser en réseau mondial. Quel sera l'impact lorsque cette génération arrivera au pouvoir, portant en mémoire non pas la dépendance envers le voisin, mais la diversité des options? Parmi les secteurs peu commentés, mais tout autant touchés, se trouvait celui des assurances. Pendant des décennies, les entreprises américaines avaient été responsables d'offrir des solutions pour des risques binationaux, couvrant aussi bien le transport de marchandises que des investissements de grande envergure. Mais à mesure que de nouveaux partenariats se consolidaient, des assureurs européens et asiatiques prenaient désormais ces rôles. Des rapports discrets indiquaient que des contrats de plusieurs millions migraient silencieusement, sans éclat, mais avec des conséquences dévastatrices. Une compagnie d'assurance de Chicago, qui s'était toujours enorgueillie de sa clientèle fidèle au Canada, perdit plus de 40% de sa base en un seul semestre. Les dirigeants tentaient de justifier cela comme un ajustement naturel du marché, mais les employés savaient que cela signifiait des coupes et des restructurations. Combien d'autres secteurs étaient encore corrodés de manière invisible sans que l'opinion publique ne s'en aperçoive? Les universités aussi ressentirent le choc. Pendant des années, les programmes d'échange entre institutions américaines et canadiennes avaient été considérés comme des ponts de savoir. Mais à partir de 2025, le nombre de partenariats canadiens avec des universités japonaises, indiennes et britanniques augmentait. Ce n'était pas seulement un échange académique, c'était la formation de futurs dirigeants sous de nouvelles influences. Recherche financée conjointement, laboratoires partagés, stages proposés par des multinationales qui n'avaient jamais besoin de traverser les États-Unis.
Que se passe-t-il lorsque le savoir, qui devrait être le plus grand patrimoine d'une nation, commence à circuler par des routes qui n'incluent plus celui qui s'était toujours cru indispensable? Au milieu de tant de déplacements, apparaissaient des histoires qui échappaient aux analyses économiques et devenaient presque des paraboles. Comme celle d'un couple d'âge moyen du Vermont, propriétaire d'une petite auberge qui accueillait des chauffeurs et commerçants canadiens depuis plus de 20 ans. Ils avaient construit leur vie sur la certitude que la frontière serait toujours traversée par des voyageurs en quête de repos. Mais en quelques mois, les réservations disparurent. Les nuits froides, la femme dressait les tables du restaurant vide par habitude, tandis que le mari passait en revue les comptes pour garder les lumières allumées. Dans leur conversation, la même question revenait: qui occupera les chambres qui avaient toujours été pleines? Ce n'était pas seulement une question financière, mais une crise d'identité. Ils ne savaient plus qui ils étaient sans ce flux constant de clients. Ces histoires se multipliaient comme des échos. Chacune portait quelque chose d'universel, la perte de ce qui semblait garanti, et en même temps, elles amenaient une provocation douloureuse. Jusqu'à quel point la stabilité est-elle réelle, et jusqu'à quel point n'est-elle qu'une illusion construite sur des accords fragiles? Cette réflexion traversait non seulement les citoyens ordinaires, mais aussi des dirigeants d'entreprises qui, dans des réunions discrètes, commençaient à admettre ce qui était impensable il y a encore quelques années. La dépendance envers un seul partenaire commercial s'était transformée en faiblesse. Ce qui auparavant était vu comme un synonyme de force se révélait désormais être un piège. Curieusement, alors que des secteurs entiers rétrécissaient, de petites niches fleurissaient à l'ombre de la crise. Les entreprises technologiques canadiennes, auparavant perçues comme complémentaires, commençaient à gagner en protagonisme. Des start-up locales étaient financées par des capitaux étrangers venus d'Asie et d'Europe. De jeunes entrepreneurs trouvaient dans le vide laissé par les géants américains l'espace pour innover. Cela révélait un paradoxe intrigant. Tandis que pour certains, la crise signifiait ruine. Pour d'autres, elle représentait une opportunité d'ascension. Ce cycle de pertes et de gains n'est-il pas, en essence, la manière dont l'histoire redistribue le pouvoir? Et tandis que chaque secteur affrontait ses dilemmes, il y avait aussi la dimension émotionnelle d'un peuple qui avait toujours cru à la permanence de son influence. Le choc ne consistait pas seulement à perdre des contrats ou des marchés, c'était de voir s'effondrer la narration de l'indispensable. Comment une société réagit-elle lorsqu'elle découvre qu'elle n'est plus le choix évident? Ce traumatisme identitaire est plus profond que n'importe quelle chute boursière ou variation de devise. Il touche à l'estime collective, à la manière dont une société se voit face au monde. À ce stade, surgissait la question que beaucoup évitèrent de formuler. L'Amérique était-elle prête à n'être qu'une parmi d'autres, au lieu d'être le centre autour duquel tout gravitait? Cette interrogation planait comme une ombre dans les discours politiques, dans les réunions d'affaires et même dans les conversations entre voisins. La difficulté n'était pas seulement économique, mais symbolique. Comment accepter que la centralité qui avait duré des décennies puisse désormais se dissoudre face à des alliances qui excluaient le pays le plus puissant du siècle passé? Le rythme de la narration de l'histoire mondiale était en train de changer. Et comprendre ce changement exigeait de regarder non seulement les forces extérieures, mais aussi les individus qui, directement ou indirectement, guidaient ces transformations. Les dirigeants ne naissent pas dans le vide. Leurs stratégies sont façonnées par des expériences, des traumatismes, des ambitions et des contradictions qui commencent tôt et se déploient ensuite dans des décisions capables de redessiner la planète. Observez comment Donald Trump avait construit sa vision à partir d'une jeunesse marquée par une lutte constante, ou comment Xi Jinping avait forgé sa conception du pouvoir en vivant dès l'enfance dans une discipline rigide, et le poids de l'héritage politique revient à ouvrir une carte qui explique les chemins du présent. Comprendre ces biographies est plus qu'une curiosité, c'est un outil pour décoder le jeu qui touche aujourd'hui des millions de vies. Pour ceux qui veulent voir clairement, l'e-book exclusif avec ses biographies approfondies est disponible dans le commentaire épinglé.
Et avant de poursuivre, je vous adresse une invitation sincère. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos réflexions. Cette conversation doit continuer et votre voix est une partie essentielle de ce chemin collectif. Personne n'a perçu l'instant exact où la confiance s'est changée en méfiance. Il n'y eut ni sirène, ni annonce officielle, seulement un fil invisible qui commença à se rompre au cœur des routines les plus banales. C'était dans le geste d'un travailleur qui ouvrit son portefeuille et compta 2 fois ses billets avant d'acheter du pain. Dans le regard d'une mère en entendant que l'école de ses enfants réduirait ses activités faute de financement. Dans le silence d'un dirigeant qui, à la fin d'une réunion, quitta la salle sans saluer ses collègues. C'est ainsi que commencent les effondrements. Non pas dans les discours historiques, mais dans le détail du quotidien, dans l'instant où chacun découvre que le sol n'est plus sûr. Cet effondrement silencieux fit remonter à la surface quelque chose de plus cruel encore. La peur ne se propageait pas seulement par la menace de perdre un emploi, mais par le sentiment de perdre le sens même des choses. Quand un camionneur cesse de franchir la frontière parce qu'il n'y a plus de cargaison à transporter, il ne perd pas seulement un revenu. Il perd le rituel de décennies, la mémoire des routes parcourues, la fierté d'appartenir à un engrenage plus vaste. Que reste-t-il lorsqu'une vie entière se construit autour de routines qui soudain se dissolvent? Pendant ce temps, dans des salles de réunion dissimulées derrière des façades de verre, les stratégies se redessinaient à un rythme frénétique. Les rapports parlaient de coupe, de fusion, de désinvestissement. Mais derrière chaque décision corporative se cachait un dilemme humain. Dans une entreprise technologique de Californie, une équipe fut convoquée pour discuter de la réduction des projets liés au marché canadien. Sur le tableau blanc, chiffres et graphiques projetaient le scénario. Mais dans l'esprit de chaque employé, une autre question dominait. Comment payer l'hypothèque? Comment maintenir les enfants à l'université? Comment tenir debout quand tout ce qui garantissait cette sécurité se désagrégeait? Le calcul économique se heurte au calcul de la survie. Et dans ce choc, qui l'emporte? Dans l'agriculture, les signes étaient différents, mais tout aussi dévastateurs. Des producteurs, habitués à mesurer l'avenir à la couleur des champs, voyaient désormais leurs récoltes entassées dans des silos sans débouchés. Un fermier de 61 ans dans le Montana se levait à l'aube uniquement pour marcher entre des montagnes de grains stockés, comme on veille un corps qui ne respire plus. Son petit-fils de 18 ans lui demandait s'il valait encore la peine de suivre la même voie. Quelle réponse peut donner un homme quand la terre elle-même ne promet plus rien? Les contradictions se multipliaient. Tandis que certains voyaient leurs horizons se rétrécir, d'autres tentaient de s'adapter à de nouvelles routes. De jeunes entrepreneurs cherchaient des alternatives dans des partenariats numériques avec des pays émergents. Mais cette tentative de réinvention portait en elle un dilemme. Comment rivaliser avec des géants déjà installés? Une start-up à Seattle, fondée par 4 amis à peine sortis de l'université, croyait pouvoir occuper l'espace laissé par de grandes entreprises. Pourtant, face aux investisseurs, ils entendirent que les capitaux migraient vers d'autres continents. Comment bâtir un futur quand même les rêves les plus audacieux se heurtent à la fuite des ressources? Cette tension ne se limitait pas à l'économie. Elle pénétrait les foyers, rongeant les relations familiales. Les couples discutaient d'un éventuel déménagement dans un autre État ou de rester dans des villes de plus en plus arides en opportunités. Les enfants questionnaient leurs parents. Pourquoi avoir cru que tout resterait identique? Ce conflit de génération révélait une blessure plus profonde, la rupture de confiance non seulement entre nations, mais au sein même des maisons. Combien de foyers résistent quand le lendemain devient une succession d'incertitudes? Dans les églises, les sermons changèrent de ton. Les pasteurs qui parlaient autrefois de prospérité évoquaient désormais courage et endurance. Il ne s'agissait pas de promettre l'abondance, mais de préparer les cœurs à traverser des temps difficiles. Sur les bancs de bois, hommes et femmes fermaient les yeux, cherchant la force de supporter des jours où même l'aliment de base semblait une conquête. La foi devenait à la fois bouclier et blessure.
Bouclier parce qu'elle offrait l'espérance, blessure parce qu'elle rappelait que la vie terrestre est marquée de chutes douloureuses. Quelle force spirituelle peut soutenir toute une communauté lorsque les fondations matérielles s'effondrent? Dans l'éducation, une autre fissure apparaissait. Des enseignants qui enseignaient autrefois la coopération internationale se voyaient contraints de répondre à des questions déconcertantes. Pourquoi nos voisins ont-ils choisi d'autres chemins? Dans une salle de classe de l'État de New York, une professeure de 52 ans tenta d'expliquer que les alliances sont comme les amitiés. Elles changent selon les intérêts. Mais en regardant ses élèves, elle vit une angoisse qu'aucun manuel scolaire ne pouvait dissiper. Comment préparer une génération à un monde où les règles semblent réécrites à chaque saison? Dans le même temps, les journaux télévisés montraient des images de marchés, de ports et de centres logistiques autrefois bondés, réduits à des couloirs presque vides. Les reporters décrivaient la chute des indices, mais captaient rarement ce qui faisait le plus mal, la perte de la routine qui soutenait la dignité. Dans de brèves interviews, les travailleurs parlaient avec retenue, comme s'ils craignaient de donner trop de poids à leur douleur. Car nommer la perte, c'est aussi la rendre plus réelle. Est-ce pour cela que tant de personnes préféraient le silence, même quand tout s'écroulait autour? Dans le secteur énergétique, des ingénieurs contemplaient des tableaux montrant l'inactivité de raffineries construites pour tourner à pleine capacité. Le contraste était brutal. Des structures gigantesques, fruits d'investissements de plusieurs milliards, fonctionnaient au tiers prévu. Pour les techniciens qui passaient leur nuit à surveiller ces machines, le vide était plus qu'économique. Il était existentiel. Comment justifier des décennies d'études et d'efforts si l'engrenage auquel on a consacré sa vie n'a plus de sens? Que signifie le succès lorsque la logique même d'une industrie cesse d'exister? Chaque semaine apportait de nouvelles histoires. Un restaurant du Maine, vivant du passage des camionneurs, ferma après 40 années. Une imprimerie du Minnesota mit la clé sous la porte parce qu'elle produisait des emballages pour des produits qui ne traversaient plus la frontière. Une entreprise de logiciels à Austin annula des projets entiers parce que ses clients canadiens s'étaient tournés vers des solutions venues d'Europe. Chaque perte semblait petite isolément, mais ensemble, elles formaient une mosaïque de ruines. Combien de poids une société peut-elle supporter avant que la lassitude ne devienne insupportable? Et demeurait encore le dilemme le plus invisible, l'émotionnel. Des personnes, habituées à croire au progrès continu, vivaient désormais avec l'impression de régresser. C'était comme marcher sur une route qui, au lieu d'avancer, semblait pousser en arrière. Cette inversion laissait des cicatrices psychologiques profondes. Les cabinets de thérapeutes voyaient affluer des patients parlant d'anxiété, d'insomnie, de sentiments d'échec. Ce n'étaient pas seulement des troubles individuels, mais les symptômes d'une époque où le tissu social se déchirait. Comment guérir une société entière lorsque la blessure n'est pas physique mais symbolique? Le plus troublant peut-être était ailleurs, la normalisation de la crise. En quelques mois, ce qui avait commencé comme un choc se transforma en routine. Des personnes qui, au départ, réagissaient avec indignation, soupiraient désormais avec résignation à chaque nouvelle de fermeture. Cette adaptation est nécessaire pour survivre, mais elle est aussi dangereuse. Car lorsque la douleur devient habituelle, elle perd sa force de mobilisation. Que se passe-t-il lorsqu'une nation entière apprend à vivre avec la perte comme si elle était la nouvelle normalité? Ainsi, l'histoire avançait non pas comme un événement unique, mais comme une succession de micro-ruptures qui, additionnées, redessinaient la réalité. L'inattendu ne se trouvait pas seulement dans les grands gestes, mais dans les détails qui rongeaient lentement la notion de permanence. Et chaque détail laissait une question ouverte. Existe-t-il encore un chemin vers la reconstruction, ou bien ce que nous vivons aujourd'hui est-il déjà la version définitive de l'avenir? Peut-être que le plus difficile, dans les moments de rupture, n'est pas l'effondrement en lui-même, mais la question qu'il laisse suspendue dans l'air. Que faire de tout ce qui a été perdu? Tout au long de ce chemin, nous avons vu des routines brisées, des marchés se désagréger et des vies ordinaires, emportées par des courants
qu'elle n'avait pas choisi. L'impact ne se mesure pas seulement dans les statistiques ou dans les contrats disparus, mais dans ce qui s'installe au cœur de chaque personne lorsqu'elle réalise que l'histoire peut changer de direction sans demander son consentement. Et c'est dans cet espace incertain, entre ce qui s'est effondré et ce qui n'est pas encore né, que la véritable identité d'un peuple est mise à l'épreuve. On ne peut nier le vide laissé derrière. Dans les rues autrefois animées, surgissent des silences plus lourds que n'importe quelle sirène. Dans les maisons, les conversations tournent autour de questions sans réponse, comme si l'avenir était devenu un invité indésirable assis à table. C'est dans ce silence inconfortable que naît le plus grand défi. Comment continuer à croire en un dessein lorsque les fondations qui soutenaient cette croyance semblent avoir été arrachées? Certains se réfugient dans la mémoire de temps meilleurs. D'autres se lancent dans l'improvisation, cherchant à créer des solutions sans aucune garantie. Mais la vérité est qu'il n'existe aucun manuel. Il n'y a que l'instinct d'avancer, même si le chemin est obscurci. L'histoire montre que toute perte porte en elle la semence d'une réinvention. Mais la réinvention n'arrive jamais de manière douce. Elle naît des frictions, des nuits sans sommeil, des décisions douloureuses. Pensez à cet agriculteur qui a vu sa récolte stockée sans acheteur, mais qui a décidé de transformer une partie de sa production en nouveaux produits locaux pour ne plus dépendre de l'ancienne route. Ou à ce petit entrepreneur qui, face à la fermeture de son usine, a choisi d'ouvrir une activité plus modeste, adaptée aux besoins immédiats de sa communauté. Ces exemples n'apparaissent pas encore dans les grands journaux, mais ce sont des signes qu'au milieu d'un paysage hostile, pulse une force qui refuse de disparaître. Et pourtant, cette même force vit avec des contradictions. Car, tandis que certains trouvent de nouvelles issues, beaucoup d'autres se sentent écrasés par le poids de ce qu'ils ne peuvent contrôler. Il y a ceux qui passent leur nuit tourmentés par la peur de perdre leur maison, ceux qui cachent leurs larmes en n'arrivant plus à subvenir aux besoins de leur famille comme avant, ceux qui ressentent la honte d'admettre qu'ils ne voient aucune issue. Ces histoires atteignent rarement les caméras, mais ce sont elles qui révèlent le véritable portrait d'une époque. Une société peut-elle rester unie lorsque l'une de ses parties trouve de nouveaux chemins et que l'autre demeure prisonnière du labyrinthe de la perte? La tension dépasse les villes et touche la perception nationale elle-même. La fierté d'avoir été une référence mondiale est remplacée par la nécessité de reconnaître ses vulnérabilités. Pour beaucoup, cette transition résonne comme une défaite, mais peut-être est-ce autre chose, peut-être est-ce une invitation douloureuse à réapprendre à se situer dans le monde. La véritable force ne réside-t-elle pas dans la capacité à admettre la chute et, à partir d'elle, à trouver une autre manière de se relever? Cette question n'est pas seulement politique ou économique, elle est aussi existentielle. Elle touche à l'intime de chaque citoyen qui, face à l'incertitude, doit décider s'il continuera de croire en quelque avenir. En même temps, une réflexion s'impose. Pendant des décennies, on a cru que la proximité géographique et l'histoire partagée suffisaient à garantir une relation stable. Aujourd'hui, la réalité montre que les alliances peuvent être redessinées du jour au lendemain. Cela provoque un profond malaise, mais aussi un apprentissage. Rien n'est garanti pour toujours. Ce qui semblait indestructible peut être démantelé en quelques mois. La question surgit inévitable. Étions-nous préparés à affronter la finitude de ce que nous avons toujours considéré comme éternel? Ce malaise, aussi douloureux soit-il, ouvre un espace au neuf. C'est en lui que naît la possibilité de voir le monde autrement. Il ne s'agit plus d'attendre que tout redevienne comme avant, mais de reconnaître que l'avenir exige de nouvelles lunettes. Et c'est dans ce changement de regard que peut se cacher la clé pour reconstruire non seulement des économies, mais aussi des identités. Le défi est de transformer la douleur en apprentissage, la perte en énergie créative. Mais aurons-nous le courage d'accomplir ce mouvement collectif? Les voix qui s'élèvent dans ce contexte parlent moins de certitude que de résistance. Travailleurs, enseignants, leaders communautaires, tous cherchent des mots qui ne décrivent pas seulement la chute, mais qui inspirent aussi la possibilité de se relever.
Dans de nombreux endroits, de petites initiatives de solidarité apparaissent, des gestes qui peuvent sembler insignifiants face à l'ampleur de la crise, mais qui portent un message silencieux. Il y a encore de la vie dans ce qui semblait condamné. Peut-être que l'avenir commence justement dans ces gestes modestes, dans ces rencontres où l'on partage plus que des ressources. On partage l'humanité. Mais nous ne pouvons ignorer la dimension globale. Tandis que les communautés locales se réorganisent, les grandes puissances continuent de disputer chaque espace d'influence. Les alliances conclues au Canada n'étaient pas seulement commerciales, mais aussi symboliques. Elles montrent que le jeu mondial est en train de se redessiner en réseau, avec des connexions multiples qui se passent du rôle central d'un seul pays. Cela crée de l'incertitude, mais révèle aussi la transition vers une ère où la puissance ne se mesure pas seulement à la taille de l'armée ou à l'étendue du territoire, mais à la capacité de créer des relations diverses. Sommes-nous prêts à ce nouveau langage du pouvoir? À ce stade, il devient nécessaire de comprendre que les grands mouvements ne sont pas le fruit du hasard. Ils portent l'empreinte de dirigeants qui ont façonné les orientations de leur pays à partir de leur vision personnelle, de leur stratégie et même des cicatrices de leurs propres histoires. Donald Trump, avec une trajectoire marquée par les confrontations dès sa jeunesse, a imprimé sur la scène internationale une manière d'agir qui a transformé les négociations en arène de rivalité personnelle. Xi Jinping, formé dans un contexte de pression politique et de discipline rigoureuse dès son plus jeune âge, a construit son leadership sur une vision alliant patience stratégique et contrôle strict. Connaître ses biographies n'est pas seulement un exercice de curiosité, mais une carte qui nous aide à déchiffrer les choix qui continuent de façonner le présent. Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre ce qui se joue derrière les coulisses géopolitiques, cet e-book exclusif sur les biographies des présidents qui influencent directement le monde est disponible dans le commentaire épinglé. Et maintenant, en concluant ce récit, je laisse une invitation personnelle. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre participation n'est pas seulement un geste symbolique, c'est la force qui maintient vivante cette conversation qui nous concerne tous. Merci d'être allé jusqu'au bout, d'avoir consacré votre temps et votre attention à réfléchir avec moi sur un monde en transformation. Le prochain contenu est déjà en préparation et je veux que vous soyez à mes côtés lorsqu'il arrivera. D'ici là, restez attentifs, questionneurs et ouverts, car l'histoire est encore en train de s'écrire sous nos yeux.